Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième tutoriel consacré à PixInsight pour les débutants. L'épisode donc que nous allons consacrer à ce que l'on appelle, ou ce que j'appelle en tout cas, l'étalonnage. Donc nous avons vu ensemble comment faire le pré-traitement, c'est une séquence assez automatisée, quand même vérifier aussi les images, savoir si on n'en a pas quelques-unes qui sont bougées. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle normalement le traitement proprement dit. Mais je pense que l'on peut distinguer deux grandes étapes dans ce traitement, à savoir un étalonnage et ensuite un traitement. Parce que la première succession de traitements que nous allons réaliser, que nous allons faire aujourd'hui, ce sera toujours la même en fait. Et donc on va sauvegarder l'image à l'issue de cette étape d'étalonnage, et le jour où vous voulez refaire le traitement d'une façon différente, on repartira de cette image sauvegardée, peut-être pour avoir justement, parce que les goûts et les couleurs évoluent aussi, il y a une part très subjective en fait dans le traitement, mais cette étape d'étalonnage finalement ne donne pas tellement lieu à une part de subjectivité. Voilà, et donc vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vais voir pour vous mettre à disposition aussi des fichiers à télécharger pour pouvoir vous lancer vous-même à tenter l'expérience justement de commencer à utiliser PixInsight. Et n'oubliez pas que sur le serveur Discord de la communauté Astro, vous trouverez beaucoup d'astronomes amateurs disponibles pour vous aider aussi dans l'utilisation de PixInsight. Il suffit de venir sur un vocal et de partager votre écran. Voilà, donc on va partir de cette image-là qui est toute verte, donc de la nébuleuse du casque de Thor. Et en fait, l'objectif là en 2 épisodes, c'est d'arriver à s'approcher de ça. Donc quand même quelque chose d'assez sympathique à regarder. Et puis après ça, on aura des épisodes un petit peu plus poussés. Voilà, donc sur PixInsight, l'étalonnage, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, alors dans notre épisode précédent, nous avons vu qu'à l'issue de notre pré-traitement, on avait un fichier de référence, un fichier Masterlight normal et un fichier Masterlight Autocrop. Alors la différence entre les deux, c'est que le Autocrop est l'issue d'un recadrage automatisé qui a été réalisé. Néanmoins, moi je vous conseillerais quand même de repartir de la version complète. Vous allez voir pourquoi. Elle pourra nous être utile en fait pour essayer d'homogénéiser le fond de ciel. À la limite, avoir un peu plus de cadre peut être utile. Donc, on avait vu ensemble qu'on avait, voilà, ça a été un petit peu de nettoyage, vous voyez, un tout petit peu de différence au niveau du signe. On est sur une cible très très basse là, et donc forcément, plus notre cible est basse, à un moment donné, on se retrouve avec quelque chose d'assez bas. Donc, on va parler un petit peu de la manipulation déjà des images là-dedans. Donc, chaque image s'ouvre sous la forme d'un cadre différent. Si vous la mettez en double-cliquant ici en plein écran, vous avez une limite là qui se situe ici, et vous pouvez revenir sous la forme de fenêtre ici. Une fenêtre là comme ça, avec la souris vous zoomez, vous dézoomez, avec la petite flèche vous redimensionnez l'image en fonction du niveau zoom sur laquelle elle était. Voilà. Vous allez pouvoir renommer donc l'image, enfin le fichier, il y a possibilité de le faire effectivement avec identifieur ici. Moi je ne l'utilise pas personnellement, et là vous allez pouvoir avoir éventuellement des cadrages supplémentaires qui vont pouvoir nous servir. Et puis là c'est déjà la première chose à noter sur l'utilisation basique des fenêtres. Donc notre image là, vous allez pouvoir la dupliquer, et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ensemble. Et là on va faire juste un process très rapide, on va chercher en fait déjà à neutraliser le fond de ciel. Alors il y a background neutralisation qui va nous servir à le faire, mais ça marche pas toujours correctement. Regardez. Donc là, on va le lancer sur l'image au global et voir déjà un petit peu ce qu'il nous fait. Voilà, donc là, le niveau de luminosité n'est pas forcément adapté pour pouvoir visualiser. Donc vous avez un process là, process all process, qui s'appelle le screen transfer function. Voilà. Et avec ce petit symbole nucléaire là, ça le fait automatiquement. Alors sinon, vous avez comme raccourci CTRL et A qui le fait également, et F12 pour revenir à l'affichage standard. Voilà. Donc vous voyez que là, il nous a fait déjà, on voit une espèce de gradient et tout ça, et en fait, moi, ce que je fais typiquement, si je veux faire vraiment, parce que quelquefois ça ne fonctionne pas toujours, le background neutralisation, et je mets 2 fenêtres l'une sur l'autre.
L'objectif, c'est de repérer une zone de fond de ciel où on n'a pas nos traces. Et quand on les met l'une sur l'autre, si vous cliquez comme ça, avec le clic gauche sur le haut de la fenêtre, ça la met en transparence par rapport à celle qui est en dessous. Donc ça permet de repérer une zone où on n'a pas, par exemple, notre objet, notre nébuleuse, sur lequel on pourrait se mettre en référence. Donc on va prendre là, ici. Et là, vous allez avoir une mode preview ici qui va nous permettre de sélectionner un cadre. Et ce cadre apparaît là, ici, comme preview. Ce qui va vous permettre ici de pouvoir sélectionner la preview comme étant la zone de référence pour pouvoir faire le background neutralisation. Et là, quand on fait OK, il va prendre cette zone-là vraiment comme étant la référence du fond de ciel sur laquelle on va travailler. Alors ça, c'est déjà une première étape qui a été réalisée. Donc vous pouvez le faire, là on avait la duplication qui était là, mais donc on l'a fait sur cette zone-là. La preview, clic droit et on peut la supprimer ici. Il arrive parfois que le background neutralisation ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, passez à l'étape suivante, on va faire une soustraction du gradient du fond de ciel et ça va faire exactement la même chose. Mais je préfère le faire en deux étapes, ça permet de bien identifier du premier coup les zones sur lesquelles il y aura des soustractions de gradient à faire et donc les points de référence à placer ou pas. Alors on va avoir d'autres étapes à réaliser maintenant, ça va être la soustraction du gradient de fond de ciel. Alors vous voyez que notre image elle souffre de vignettage ici sur les quatre coins. Et elle souffre d'un gradient avec une zone là, ici, qui est moins lumineuse que celle-ci. Donc il va falloir corriger l'ensemble. Le vignettage, vous ne l'aurez pas forcément. Ça dépend de votre instrument, ça dépend voilà, de toute la chaîne optique. Alors que le gradient, vous l'aurez presque tout le temps, sauf si vraiment vous avez zéro pollution lumineuse. Or, l'un et l'autre ne se traitent pas de la même façon. Alors vous avez pour ça trois méthodes pour pouvoir travailler sur le fond de ciel. Le premier, c'est le Automatic Background Extractor. Donc on a certains paramètres de déviation, etc., de tolérance que l'on peut chercher à régler. Mais personnellement, j'utilise jamais le automatique. Donc je vous le montre juste, vous faites le carré. Là, ça va faire le calcul de ce qu'il faudrait soustraire ou diviser. Par contre, ça n'a pas décidé de le faire parce qu'on ne lui a pas demandé de le faire. Voilà ce qu'il a trouvé comme référence de fond de ciel, donc c'est pas mal. Mais si vous avez une grosse galaxie ou un gros amas d'étoiles au centre et tout ça, ça peut faire quelques catastrophes. Je vais vous montrer un exemple. Alors comme exemple, on peut prendre par exemple un bel amas globulaire comme M13, et là si je fais le Automatic Background Extraction, et on va lui dire soustraction de la pollution lumineuse parce qu'on a en plus de ça pas trop de vignettage, on a un petit peu de pollution lumineuse là à droite, et ben vous allez voir ce qui va se passer, ça va être la catastrophe. Voilà ce qu'il nous a fait. En fait, il nous a fait une zone plus sombre ici que ici. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment une zone où on n'a aucune zone de fond de ciel. Et globalement, là, il n'arrive pas bien à distinguer qu'est-ce qu'est le fond de ciel de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est très typique comme erreur. Donc il ne faut pas utiliser les modes automatiques pour soustraire la pollution lumineuse. Il nous reste deux autres possibilités. Alors il y a une possibilité que moi j'aime déjà beaucoup, qui est le Dynamic Background Extraction. Ça, pour moi, est très très efficace, pour peu qu'on sache bien l'utiliser. Alors Dynamic Background Extraction a ceci de très bien. Regardez, donc là on est quand même sur une photo faite avec l'ASI 6002, donc on va prendre une zone de 200 pixels, et on va simplement mettre, pour le moment, 4 rectangles, à peu près aux 4 coins. Ça marche même avec 3. Pas sur les zones de vignettage, pas sur les zones de nébuleuse. Si on a quelques étoiles, on évitera de se mettre sur des étoiles très brillantes, parce que là, clairement, on a un dégradé là. Par contre, si on se met là, il va savoir s'en sortir, il va ignorer les étoiles. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et on va lui demander de nous faire une soustraction de ce qu'il va avoir trouvé. Donc à partir de 4 coins, il va pas avoir 4 points, il va pas avoir tellement de possibilités de nous faire quelque chose de très élaboré, il va nous faire un gradient très linéaire à soustraire, vous voyez, c'est très très linéaire, un gradient de pollution lumineuse. Or typiquement, un vrai gradient de pollution lumineuse, à la rotation de champ près, puisque votre instrument fait un mouvement comme ça de rotation de ciel au fur et à mesure de la nuit, globalement c'est très linéaire. Donc en fait, là, de faire cette soustraction, et donc là il nous l'a fait sur une image de preview, marchera très très bien et on a déjà quelque chose de très uniforme. Par contre, il nous reste toujours le vignettage.
Donc pour ça, effectivement, soustraction, vous faites discard background model et replace target image, et là vous pouvez le faire comme ça. Donc là, on a déjà quelque chose d'assez uniforme. Maintenant, on va le fermer, on est obligé, parce qu'il va falloir qu'il reprenne l'étalonnage du niveau moyen, etc. Et on a cette fois la correction du vignettage à réaliser. La correction du vignettage à réaliser, on peut la faire de deux façons. Vous pouvez la faire avec le Dynamic Background Extraction, toujours de la même façon. Mais cette fois, là, on va aller beaucoup plus loin. Soit on va pouvoir utiliser aussi le script que nous avons vu, et j'avais consacré un épisode vraiment dédié à ça. Il s'agit de Graxpert, donc je vous renvoie au tutoriel, on ne va pas s'y attacher. Graxpert donc est un plugin paria, entre guillemets, qui fait le même travail que Dynamic Background Extraction. Il marche très bien dans certains cas, il y a d'autres cas où il a un peu plus de mal. Personnellement, je préfère vraiment, sur le travail du fond de ciel, travailler avec le Dynamic Background Extraction et maîtriser vraiment ce que je vais faire. Donc là-dessus, il va falloir se méfier. Vous voyez que ma nébuleuse, elle va quand même un petit peu loin là, et il va falloir surveiller ça avec vigilance. Le Dynamic Background Extraction dans cette situation-là, on va lui mettre plutôt des carrés de 100, on n'a pas besoin de mettre des carrés de 200, et on va lui demander d'aller en placer tout seul sur l'image. On va lui en mettre 15 par exemple, et Generate. Et là, il va regarder le niveau moyen de l'image et où est-ce qu'il va placer des points. Alors vous voyez qu'il n'est pas capable d'en placer partout, parce que le niveau de l'image n'est pas forcément le même partout. On va juste augmenter la tolérance et on refait Generate. Et vous voyez qu'il en place déjà beaucoup plus. Mais vous voyez qu'il ne va pas vraiment dans les coins là à partir de ça. Donc on va vraiment augmenter la tolérance. On va lui mettre 3, Generate. Et là, attention, parce que là, il en a placé aussi sur la nébuleuse. Donc sachez que là, quand on va vouloir supprimer les points, vous cliquez dessus, vous faites la touche supprime, et gardez votre souris, voyez, là où on est. Parce que quand on fait ça, et qu'on va là, il va en fait sur la colonne où se situe la souris. Donc c'est pas mal en fait, ça peut nous permettre de gagner du temps en fait dans les opérations de nettoyage des zones. Donc là, je sais qu'il y a un petit peu de nébuleuse par ici, donc on va s'écarter un peu de la nébuleuse comme ça, tout en lui permettant d'avoir suffisamment de points de repère, et en fait il va travailler de façon assez linéaire là-dessus, pour autant qu'il soit assez linéaire là. En fait, il va essayer d'établir un modèle sur l'ensemble de notre photo, en fonction de tous les points qu'on lui aura donnés, et en fait à chaque fois il va faire des interpolations un peu de point à point. Donc vous voyez qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin sur la zone où on commence à avoir du vignettage, et pour ça il va falloir lui rajouter plein de points. Là, j'ai un vignettage qui est très très prononcé. Clairement, j'ai encore un problème de vignettage sur le train optique du NC300, mais on va essayer de travailler quand même avec ça. Et comprenez que là, s'il est très très noir là, donc il va réaugmenter les niveaux, et là, on risque d'avoir un peu un rebond. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui en replacer quand même pas mal, tout en veillant à ne pas tomber sur des zones, soit de nébuleuses obscures, soit sur des zones en fait d'étoiles très brillantes. Parce que là, forcément, il serait leurré. Donc on peut y aller allègrement. Et on va pouvoir essayer d'aller fouiller dans les points. Alors on comprend bien que là où on a du vignettage, on se situe dans une zone où on a eu beaucoup moins de signal en fait que sur le restant de l'image, donc l'image sera beaucoup plus bruitée et tout. Mais ça nous permet quand même de faire un cadre un petit peu plus large au final dans le traitement de notre image. Voilà. Donc en fait, il faut essayer d'aller chercher les coins, et puis après, de toute façon, on va renier. Oups. Donc on peut zoomer aussi pour se faciliter la tâche si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment à la subjectivité de chacun. Le tout, c'est de faire attention aux étoiles brillantes, aux aigrettes, aux halos, à une petite nébuleuse, une petite galaxie qui pourrait y avoir dans ces zones-là et qui pourrait faire bugger un peu le truc. Voilà, donc une fois qu'on a placé nos différents carrés partout, donc on va en rajouter à 2-3 endroits encore, on devrait pouvoir commencer à avoir une référence intéressante pour pouvoir faire notre correction de vignettage. Là-dessus, on va se mettre cette fois en division, et pour le moment, on ne va pas cocher ces cases-là, parce qu'on va d'abord faire un contrôle de ce qui se passe.
Alors notez qu'ici, il le fait sur 3 canaux différents, rouge, vert, bleu, puisque l'image était RVB. Dans certains cas, on en parlera bientôt sur un épisode sur la luminance synthétique, et vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant. Parce que là, il peut potentiellement calculer des choses différentes selon les couleurs rouge, vert, bleu. Donc voilà l'image après correction du vignettage. Vous voyez qu'il est quand même pas mal aidé le truc. Ça, c'est vraiment ce qu'il a cherché à corriger. Donc quand même, par rapport à ce qu'on avait, on est franchement pas mal du tout. Mais il faut bien aller placer ses points. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de l'appliquer, mais pas seulement une fois. Alors, vous voyez, là, ça y est, il l'a fait. Alors, notez une chose, c'est que si jamais il restait un petit bout de pollution lumineuse et tout, le mode division le traiterait un petit peu. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de refaire notre traitement une deuxième fois. Et quelquefois, quand vous allez rajouter, alors à chaque fois, rajoutez toujours 1 ou 2 points. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, dans certains cas, après avoir fait le traitement, les niveaux sont tellement différents que globalement, vous allez avoir plein de carrés qui vont apparaître en rouge et il va refuser de le refaire une deuxième fois. Si jamais c'était le cas, vous allez ici dans History, hop, et on va le faire ensemble. On va récupérer l'historique de ce qu'on vient de traiter. Donc là, on va fermer la fenêtre. On prend le process là ici. C'est la liste de ce que l'on a fait et on reclique dessus. Et là, ça remet les points tels qu'on les avait. Donc ça, c'est une petite astuce. Et puis du coup, on va s'en rajouter quelques-uns si on estime qu'à certains endroits, il est nécessaire de remettre des points de calibration supplémentaires pour essayer de corriger 2-3 artefacts. Et c'est vraiment intéressant. Alors notez qu'avec l'historique comme ça, c'est très très utile en fait de connaître cette fonction d'historique. Moi, je trouve que c'est une des grandes forces de PixInsight. Et donc là, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réappliquer une deuxième fois. Là, je pense que là, on a tout ce qu'il nous faut comme point de référence. Et toujours là, en mode division. Voilà, le fait de l'avoir fait une deuxième fois, alors effectivement, je n'ai pas récupéré l'image qui a servi à faire la correction, mais vous voyez qu'on a été beaucoup plus loin, là encore, sur les coins. Là, vraiment, il nous reste un petit reliquat de vignettage, mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors l'étape suivante, c'est une étape dont on ne parle absolument jamais. Et c'est bien dommage. Alors zoomez sur votre image et regardez vos étoiles. Vous utilisez donc cet outil-là, le mode Preview Mode, et vous allez sélectionner une zone à peu près au centre de votre image. Vous voyez, donc là on est plutôt à peu près au centre. Une zone où vous avez pas mal d'étoiles. Et vous cliquez ici sur Preview, et là on voit nos étoiles. En fait, ce qui se passe, c'est que suivant la hauteur de votre cible, vous risquez de souffrir de dispersion atmosphérique, enfin de réfraction atmosphérique, et on va la corriger, c'est hyper important de le faire. Ça dépend bien sûr de votre échantillonnage. Et donc là, on va utiliser le process qui s'appelle Channel Match. Donc vous voyez que le rouge est en bas, le bleu est un petit peu en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le canal rouge, et on va redescendre le canal bleu. On va toujours faire la même valeur. Quand on va cliquer ici, comme on est en mode preview, ça va juste faire un essai sur le mode preview. Là, je l'ai fait une fois. Si je le refais une deuxième fois, vous voyez, ça fait toujours le même résultat. C'est-à-dire ça repart en fait de ce cadre-là à chaque fois qu'on va cliquer sur le carré. Ce qui va nous permettre de pouvoir essayer plusieurs réglages et de trouver le bon réglage dont on a besoin. Donc là, on est pas mal en hauteur. Par contre, il va falloir aller un peu vers la droite. Et on essaye quelques réglages différents. Peut-être qu'on va remonter un tout petit peu. Voilà, et vous voyez que du coup, la forme de l'aspect de nos étoiles est quand même beaucoup plus naturel que ce que l'on avait là, quoi. Très sincèrement, la différence est notable. Et donc ça va faciliter la suite du traitement. Donc on va le faire maintenant sur la globalité de l'image avant de faire le recadrage. C'est un traitement qui est assez rapide. Et là, remarquez une petite chose hyper importante, il va falloir recadrer notre image parce que là, vous avez un petit décalage de couche qui se fait en haut, qui se fait éventuellement en bas, etc. C'est normal.
on va supprimer le preview, là on a fait notre travail. Maintenant on va recadrer notre image, puisque il nous restait du vignettage, mais on va le supprimer, on n'a plus envie de le garder. Et là on va attaquer vraiment le traitement proprement dit de notre photo. Et donc pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on a plusieurs façons de le faire. On a un mode crop standard, où là, on va sélectionner l'image ici, puisqu'on a plusieurs fenêtres, il faut sélectionner la fenêtre sur laquelle on bosse. Et on peut sélectionner une valeur en rentrant les pixels, et puis en centrant, et en choisissant les marges manuellement. C'est un peu chiant. Vous allez dans All Process toujours, mais là, il y a un autre outil très utile qui s'appelle Dynamic Crop. Là, vous êtes dessus, on clique sur l'image, et là, en fait, vous voyez que vous avez un réticule. Et donc, eh bien, vous prenez la zone qui vous intéresse de votre image avec ce réticule, on fait simplement un cadre. On voit que là, j'ai un petit artefact là, allez, hop, on va redimensionner un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà. Et vous allez pouvoir prendre le cadrage que vous souhaitez, parce que dans certains cas, vous voulez faire plutôt un cadrage vertical, un cadrage horizontal. Voilà, là, moi, j'ai un truc qui me plaît pas mal, et on fait juste le petit carré. Alors attention, on va perdre ici la solution astrométrique, c'est-à-dire la connaissance de la position de l'image dans le ciel. Donc ça, on va devoir l'accepter, on n'a pas le choix malheureusement. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être calculé hein, sur la base des coordonnées. Et il va nous faire le recadrage. Voilà. Là-dessus, vous voyez que l'observation naturelle de l'image fait que là, on est vraiment plus gêné par le vignettage et on revenait vraiment de très loin. Donc maintenant, on va refaire la résolution astrométrique, mais avant ça, je vous conseille une petite chose. Vous voyez que nos étoiles sont pas forcément strictement rondes. Ça peut être lié à du bouger général, ou ça peut être lié aussi, donc vous voyez que par exemple, que déjà, ça bave un petit peu en rouge, là, ça peut dépendre aussi de la position dans l'image, tout simplement parce qu'on peut avoir un petit peu de chromatisme. Voilà. Donc en fait, j'avais fait ma correction un petit peu trop violemment tout à l'heure. Donc on va éventuellement la refaire. Et donc avec CTRL Z, on peut revenir en arrière. Donc là, ça swap. Sinon, on peut revenir aussi là comme ça. Donc là, en tout cas, vous avez l'information ici, avec ce témoin-là, de où vous êtes dans votre historique. Donc on refait un CTRL Z aussi, de nouveau. Et on va aller un petit peu moins fort sur la correction du channel match. Donc le channel match, où on avait ramené le rouge à droite, en fait, il n'y a pas lieu de le faire. Voilà, on va le faire comme ça. Et là, je pense que ce sera quand même beaucoup mieux. Voilà. Et le dynamic crop, on va le refaire. Hop, on va sélectionner le cadrage qui nous plaisait. Et qui fera que l'image va nous plaire. Donc on perd la résolution astrométrique et les previews. Mais les previews, à la limite, on s'en fiche. C'est pas très très grave ça. Alors, vous voyez que nos étoiles, elles n'ont pas toujours une forme complètement parfaitement ronde. Ça dépend des erreurs de suivi, ça dépend de savoir s'il y avait du vent, s'il y a éventuellement un petit problème aussi de collimation, ou un problème de focus, de back focus, ça dépend des endroits aussi sur l'image et tout ça. Donc là-dessus, si vous avez le plugin RC Astro, là on va faire un petit coup de blur exterminator. Vous avez l'épisode complet déjà disponible sur la chaîne. Et là, on va juste le faire en mode correction. Donc en fait, là avec les paramètres par défaut, on fait juste correct only. Et vous voyez que ça regrise pas mal de monde. Ça va juste faire une correction de forme et ça mange pas de pain. Mais comme on a fait déjà un réglage aussi au niveau de la dispersion atmosphérique, ça va se faire bien. Voilà, donc là, clairement, les ventilos sont mis à fond et vous voyez que ça a quand même bien corrigé la forme des étoiles. Donc ça peut aider pour faire l'astrométrie. Et surtout, si vraiment il y a un plugin RC Astro à acheter, c'est celui-là. Pour moi, ça me paraît évident. Parce qu'on verra dans l'épisode prochain comme une alternative, en tout cas, à nos exterminators. Donc à partir de ça, on va refaire la résolution astrométrique. Donc là, c'est Process, Image Analysis et Image Solver. Alors, il va vous prendre par défaut déjà ce qu'il connaît en fait de la cible, puisqu'il avait réussi à le faire au moment du pré-traitement. Donc ça, c'est très bien. Donc en fait, on n'a pas grand chose à bouger là-dessus. On va le laisser faire à partir des informations
qu'il possède. On peut lui demander de faire aussi une correction de distorsion là, ici. C'est intéressant d'avoir cette information là si jamais vous faites des mosaïques, donc laissez-le. Et donc on va le laisser travailler en automatique. Dans certains cas, vous pouvez travailler, donc choisir vos paramétrages. Vous êtes en mode linéaire, donc il devrait s'en sortir assez bien. Quelquefois, si vous avez vraiment beaucoup de signal, comme c'est mon cas, on peut augmenter l'automatique limite magnitude. Et là, dans mon cas, en fait, il faudrait carrément le monter. Oui, effectivement, on va le monter facilement à magnitude 17 sans problème, parce que là c'est réellement le cas. Donc on va le lancer comme ça, puis on va le laisser faire. Donc voilà, là il est terminé de faire la résolution astrométrique. Alors notez quand même un truc hyper intéressant à savoir. S'il n'y arrive pas, ça peut être la forme des étoiles. Parce que vous n'avez pas pu faire une correction de la forme des étoiles. Et alors là, notez que dans les paramètres avancés, on va avoir des paramètres là de sensibilité, de maximum distorsion. Et ça, peut être assez intéressant de changer ces paramètres. Perfectly Circular est à 0.8, ce qu'il nous indique. Lower value dénote elongated or irregular source. Donc en fait, si jamais vos étoiles ont vraiment pas une forme tip top, eh bien vous pouvez baisser ce curseur là et regarder en fait à chaque fois en approchant la souris au-dessus justement d'un de ces paramétrages, vous allez avoir l'explication par des bulles en fait de la sensibilité. Alors c'est malheureusement toujours en anglais, mais ça peut être utile à connaître. Donc voilà, ça peut vous permettre, en jouant là-dessus et en jouant aussi sur la magnitude limite, ça peut vous permettre de faciliter la recherche. Si jamais il n'avait vraiment pas réussi donc à le faire pendant le pré-traitement, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. Et vous pouvez mettre la distance focale et le pixel size de votre capteur. C'est intéressant à savoir en fait. Ça peut vous donner aussi une indication, savoir ce que réellement votre correcteur de coma fait en termes de correction de la longueur focale. Certains augmentent un peu la longueur focale, certains la diminuent un petit peu. C'est intéressant de savoir ces valeurs. Donc il reste encore une étape à faire qui est toujours dans la calibration, c'est la calibration des couleurs. Parce que votre caméra, plus les filtres, etc., n'a pas forcément une sensibilité qui est homogène dans les couches rouge, vert, bleu. Alors l'idéal, c'est d'utiliser le spectrophotométrique color calibration. Là, il va se baser en fait sur les étoiles. Et au niveau des étoiles, vous allez prendre le G de V d'une manière générale, puisque G de V, c'est la référence du Soleil, G de V star. Donc une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner le capteur. Donc Ideal Quantum Efficiency Curve, c'est pas forcément le cas. Si vous connaissez le capteur que vous l'avez éventuellement dans cette liste-là, prenez-le. Donc par exemple, pour ma caméra, eh bien on est là-dessus. Donc ça c'est intéressant à avoir. Et ensuite le filtre. Donc là en l'occurrence j'ai mis Sony avec un UV Haircut parce que j'étais avec le L Quad Enhance Filter de chez Optolong et là je ne l'ai pas. Donc on va considérer plutôt là-dessus, il est quand même assez neutre, donc on va quand même utiliser celui-là. Vous voyez, vous avez le L Enhance, L Extreme, L Ultimate. Ça c'est intéressant de les avoir. Mais donc on va utiliser ça. Si vous êtes sur des filtres de bande étroite, on va lui indiquer qu'on est éventuellement en armand, on peut travailler aussi de cette façon-là. Là-dessus, bah voilà, on a un petit peu ce qu'il faut. Le catalogue d'étoiles est ici. Par contre, on peut lui sélectionner la magnitude limite. Donc on va refaire comme tout à l'heure. On va le laisser, tiens. Hop. Background neutralisation. On va lui laisser faire les calculs. On va tout laisser en automatique. Et donc à la fin de tout ceci, bah, il a établi une courbe à partir des étoiles qu'il a rencontrées, etc. Et donc un facteur de correction qui est le plus adapté. Notez que si vous êtes sur une galaxie, eh bien là on prendra Average Spiral Galaxy que l'on va trouver aussi là-dessus. Ici ça marche très très bien. Par exemple si vous faites M81, M82. Donc ça c'est la première méthode et c'est vraiment la méthode idéale et ça donne vraiment des très très bons résultats. Vous voyez que le vert de notre nébuleuse du casque de Thor est devenu beaucoup plus chiant et là je pense qu'on a un étalonnage des couleurs qui est vraiment bien. Vous voyez qu'on a des étoiles qui sont rouges, là des étoiles qui sont bleues et tout ça, on a vraiment un truc que je trouve pas mal. Notez que vous avez un autre qui s'appelle photométrique color calibration, où là vous allez pouvoir resélectionner une couleur de référence, donc G2V je précise, c'est le type spectral du soleil.
C'est moins élaboré, mais ça fonctionne plutôt déjà pas mal aussi. Donc ça, celui-là est à connaître. Et dans les cas les pires, je vais vous montrer une autre méthode. Donc voici M13, célèbre amas globulaire, et si vous essayez de faire une photométrique color calibration par exemple, et qu'on lui met G2V, là ça va poser un vrai problème. Regardez. Donc il a bien trouvé des courbes et tout. Le seul problème, c'est que notre amas il va devenir très blanc là par exemple. Or c'est pas du tout la vraie couleur de notre amas, on a vraiment quelque chose qui va pas trop coller. Donc on revient en arrière. Et on peut quand même, parce que notre amas est constitué à la fois d'étoiles jaunes et d'étoiles bleues. Un petit peu. Donc en fait, ce qu'on peut lui faire, c'est lui sélectionner une zone qui est un peu moyenne de tout ça. Une zone de fond de ciel. Voilà. Et là, on va le faire en manuel, avec le color calibration. Avec color calibration, on va lui sélectionner la zone blanche, c'est la preview 1. Moyenne de plusieurs étoiles. Hein. On va lui sélectionner la zone de fond de ciel qui est la preview 2. Et là, potentiellement, il va nous faire un truc plus adapté en termes de choix des couleurs. Alors là, il est quand même assez bleuté, là. Mais ça peut être un moyen qui marche très bien sur les galaxies, un peu moins bien sur les amas globulaires, mais ça peut être une méthode. Alors notez une chose hyper intéressante, c'est que si jamais vous avez fait une première cible avec laquelle la spectrophotométrie color calibration s'est bien passée, vous avez des paramètres de correction qui ont été affichés ici. Donc, des facteurs de correction là, à chaque fois qu'il nous a indiqué. Vous voyez, 0,7, 0,62 et 1. Et donc, ces paramètres-là, notez-les. Parce que ces paramètres-là, vous allez pouvoir éventuellement les appliquer vous-même. Donc là, c'est pas le même capteur, mais on va le faire manuellement. Vous faites, au lieu de faire ça, on retire structure et on fait white manuel. Donc red 0,7, 0,62 pour le green, là-dessus. Et la référence image là, on peut la garder. Et là, vous pouvez éventuellement avoir un résultat qui soit meilleur. Donc en fait, l'idéal, parce que vraiment, là, je voulais vous montrer le cas où c'est très compliqué sur un amas globulaire, connaissez vos paramètres de votre capteur avec votre filtre. À chaque fois, ça change, à chaque fois vous changez de capteur ou de filtre, hein, ou des deux. Connaissez les paramètres de correction de votre setup, finalement, et vous pouvez les utiliser manuellement avec la color calibration, et ça fonctionne super bien. Donc voilà, on a corrigé la balance des blancs. Donc là, on se retrouve avec une photo qui est déjà franchement pas mal. On va pas dire qu'on pourrait la sortir comme ça, mais voilà, la partie... Et donc là, tous ces traitements qu'on a fait en mode linéaire et qui sont purement objectifs dans le sens où là, on n'a pas tellement de part de la subjectivité du traitement, c'est ce que j'appelle l'étalonnage. Donc on va sauvegarder notre image, CTRL-SHIFT-S, et là, on va pouvoir donc la sauvegarder, étalonner. Alors à ce stade, vous pouvez aussi aller dans l'History Explorer, sélectionner votre fenêtre, et avec le drag and drop ici comme ça, vous allez pouvoir récupérer un process. Donc là, vous pouvez le renommer également, et vous pouvez surtout le sauvegarder. Ça, c'est hyper intéressant, puisque nous sommes là-dessus, et on peut le sauvegarder, là par exemple, étalonnage, hop, et on peut le sauvegarder sous ce nom-là. Ce qui veut dire que vous allez garder la totalité de ce qui a été réalisé, y compris, on l'a vu, dans le Dynamic Background Extraction, tous les carrés de référence. Donc en fait, vous allez pouvoir reprendre avec ça, étape par étape aussi, votre étalonnage, si jamais vous vouliez le reprendre. Voilà. Et si jamais il y avait un truc qui avait merdé. Vous pouvez aussi sauvegarder le projet, Save Project, et avec ça, donc on va choisir le répertoire, etc. Avec ça, vous allez sauvegarder toutes les fenêtres qui sont ouvertes aussi en cours. Moi personnellement, je ne l'utilise jamais. Moi je travaille sur Process et sur l'image, ça me suffit amplement. Et on se donne rendez-vous dans l'épisode suivant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Juste un petit nota bene. Je n'ai pas
la prétention de me considérer comme étant un expert de l'utilisation de PixInsight. J'arrive à faire des photos belles, voilà, qui me plaisent en tout cas. Sans doute que d'ici 1 an ou 2 ans, il y aura peut-être des choses que j'aurais envie de refaire différemment au niveau des tutoriels. Je ferai peut-être des additions, des petites choses comme ça. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que vous avez des tutoriels du développeur de PixInsight en anglais. Tout le monde ne parle pas anglais. Vous avez les tutoriels de Astrofleet ou de Photon Millennium qui sont très bien faits. Et vous avez les formations d'AIP qui sont excellentes également. Mais entre les deux, en fait, pour un niveau débutant qui va aller vers un petit peu un niveau intermédiaire, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, mon objectif, c'est justement de venir un petit peu donner ma couleur, sachant que chacun a sa subjectivité dans sa façon d'utiliser PixInsight aussi. Et donc, je pense que j'ai peut-être des petites choses à partager qui pourront vous plaire. Je tiens vraiment justement à ce que des tutoriels comme ça puissent être disponibles gratuitement pour la très bonne et simple raison que déjà PixInsight a quand même un coût initial, on est à 300 €, et que si jamais il y avait un truc à acheter juste après, bah, la première chose à faire que je vous conseillerais, c'est de prendre les plugins d'RC Astro. Vous avez déjà l'épisode sur la chaîne. Et donc effectivement, naturellement, voilà, j'aimerais vous proposer cette série de tutoriels. Voilà, c'est juste pour préciser un petit peu le contexte. Je suis bien conscient, par exemple, qu'au niveau du pré-traitement, on aurait pu aller beaucoup plus loin sur des sélections d'images, des poids appliqués, même si déjà le WBPP le fait un petit peu. Mais c'est pas l'objet quand on est vraiment tout débutant. Et progressivement, on en viendra à élaborer, à améliorer nos techniques de traitement. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant qui sortira très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.